La télévision est la première source d'information en matière politique pour plus de 45% des citoyens et des citoyennes. Et l'Internet, bon, devient de plus en plus important, mais seulement pour 35% des électeurs et des électrices. Ce sont notamment les personnes les plus âgées qui regardent la télévision le plus longtemps et le plus. Et comme on sait, cela a été toujours bien démontré par la science politique, les personnes les plus âgées sont aussi les plus intéressées par la politique et surtout elles participent davantage et très nettement plus que les plus jeunes aux élections. La télévision a un rôle important lors des campagnes électorales, c'est celui de structurer, de définir et de structurer l'agenda. C'est-à-dire les grands sujets dont on parle, les questions qui sont au cœur du débat public. Et ça, souvent, sont à la fois les journaux télévisés ou les grandes émissions politiques qui définissent ces questions et très souvent, la campagne électorale va se dérouler autour de ces sujets. Il y a une seconde raison qui rend la télévision aussi intéressante, c'est un lieu où on va pouvoir être exposé à des informations de nature différente, par exemple lors de débats. Sur l'internet, la logique d'information est beaucoup plus affinitaire, donc ça va être à travers les amis, et donc très souvent on a des amis qui pensent comme nous, donc on va rester dans ce qu'on appelle des bulles de filtre. Les réseaux sociaux et l'Internet peut-être est devenu un espace secondaire de la compétition politique. Les oppositions, comme par exemple autrefois l'affrontement dans les rues pour coller des affiches, aujourd'hui ça se passe sur l'Internet. C'est-à-dire on va polémiquer, on va s'affronter virtuellement à d'autres sympathisants, d'autres supporters de candidats. Il faut afficher sa modernité, montrer qu'on est dans l'ère du temps. Il y a une seconde raison qui amène les candidats à s'intéresser aux réseaux sociaux, c'est que finalement ils ont un outil qui leur permet de diffuser leur message sans aucune contrainte, ou en tout cas avec très peu de contraintes. On peut choisir la forme qu'on souhaite, on n'a pas non plus de contraintes de temps, alors que sur les médias audiovisuels, et particulièrement en période électorale, on a des contraintes qui sont à la fois naturelles, parce qu'on ne peut pas laisser les gens parler autant qu'ils veulent, mais aussi parce qu'il y a une réglementation sur le pluralisme en France qui exige une équité dans les temps de parole, et puis même, durant la dernière partie de la campagne électorale, une égalité de temps de parole entre les candidats. Donc là, vous pouvez par exemple créer une chaîne YouTube et parler pendant des heures, comme l'avait fait Mélenchon en 2017. La campagne de la France Insoumise est résolument placée sous le signe de la créativité. Il y a des codes qu'il faut adopter, des manières de faire. Et c'est vrai que parfois, quand on voit certains premiers ministres s'exprimer sur Twitch ou ailleurs, qu'on dit bon, ils sont en décalage, ça ne correspond pas du tout au code de communication habituel. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce que vous découvrez? Ah écoutez, c'est formidable, je ne connaissais pas, je vous le dis, je l'avoue. Ce qui va surtout distinguer les stratégies et la façon dont les candidats et les candidates apparaissent en ligne, c'est le public avec lequel ils entrent en contact. Et c'est vrai que certains candidats ont des électorats plus jeunes, et donc plus de facilité à entrer en contact avec eux. Et c'est particulièrement le cas de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, qui, de tous les électorats les plus jeunes. Les stratégies de communication sur les réseaux sociaux font apparaître aussi certaines vieilles lunes de la communication politique. Par exemple, le fait qu'il faut apparaître comme les gens à qui vous vous adressez. Ils ne vous disent pas quoi penser, mais ils vous disent à quoi penser, c'est-à-dire à quel sujet vous intéressez. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce que vous recevez telle information que vous allez être influencé, parce que très souvent le processus il est inverse. C'est-à-dire que les citoyens, les citoyennes, ils vont chercher l'information qui correspond déjà à leurs préférences politiques ou à leurs orientations idéologiques. Ils vont chercher à conforter leur point de vue préalable. Alors c'est une vieille notion de psychologie sociale qu'on appelle le biais de confirmation. On ne croit pas forcément ce qu'on voit, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on ne va voir que ce qu'on croit déjà.